Et j'ai l'énorme plaisir d'appeler Madame Marion Jordan, PhD, directrice en Health and Science Danone au centre de recherche Utrecht aux Pays-Bas. Alors Madame Jordan va nous parler d'un sujet qui fait suite au précédent, maintenir une bonne santé digestive, pourquoi et comment. À vous la parole, Madame. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc en fait, la santé digestive, comme l'a expliqué aussi le professeur Ida, joue un rôle clé dans la santé globale de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre pour que l'enfant puisse bien profiter de la nourriture qui lui est donnée, avec une bonne absorption des aliments qui lui sont donnés. Ça va aussi pouvoir impacter donc, sur sa croissance et son développement. Ça va aussi pouvoir jouer sur l'humeur du bébé, puisqu'il y a aussi un lien entre ce qui se passe, un lien entre l'intestin et le cerveau, qu'on appelle le gut-brain axis. Ça va aussi jouer vis-à-vis de cette santé intestinale sur le confort digestif, les coliques, les constipations. Et bien sûr, tout ça s'influence les uns dans les autres. C'est pour ça qu'on parle d'un cercle vertueux. Et quand on parle de santé digestive, le microbiote intestinal joue en fait un rôle clé. Et c'est lui qui va participer à la santé digestive de l'hôte. Et il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait une corrélation positive entre avoir un microbiote sain, et avoir un microbiote sain, ça veut dire avoir une bonne diversité, peu de pathogènes et beaucoup de bactéries bénéfiques. Et que ça pouvait avoir un impact sur le gain de poids, puisque ça permet une absorption maximum, et aussi sur un système immunitaire qui sera plus résistant. Et ça, je vais revenir dessus un peu plus en détail. Donc, les 1000 premiers jours sont très importants, une période cruciale pour l'établissement et la maturation du microbiote intestinal. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Au cours des 1000 premiers jours, le tractus gastro-intestinal il va connaître un développement et une croissance très rapide. Et ça va être aussi lié à la maturation du microbiote. Donc en fait, dans la période prénatale, en fait, le microbiote est stérile. Il n'y a pas de bactéries du tout. Et c'est au moment de l'accouchement qu'il va y avoir, la maturation va commencer par cette première colonisation et inoculation des bactéries qui vont venir de la maman et de l'environnement. Et petit à petit, ces bactéries, avec beaucoup de phénomènes différents qui sont donc impactant la nutrition que reçoit le bébé, son patrimoine génétique déjà, va pouvoir jouer sur la diversité du microbiote et aussi sa qualité. Et si on prend un exemple, les bébés qui ne naissent pas à terme, donc les prématurés, ils vont avoir un développement du microbiote plus lent et il va y avoir une diversité moins importante des bactéries. Pareil pour les enfants qui naissent par césarienne, puisqu'ils ne bénéficient pas au moment de la naissance de l'inoculation des bactéries de la maman, ça va aussi avoir un développement plus lent et moins diversifié. Le problème, c'est que la mise en place de ce microbiote de 1 à 3 ans, c'est très important, c'est cette maturation. Après 3 ans, le microbiote est beaucoup plus stable. Donc, cette première étape de la vie et de mise en place du microbiote peut avoir un impact aussi sur la stabilité et la santé du microbiote et de la santé digestive après. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de manière importante, vous voyez aussi les cellules immunitaires. Et en fait, il y a beaucoup d'interactions qui se passent entre le microbiote et les cellules immunitaires. Ce qui fait que le microbiote va aussi jouer un rôle important dans l'éducation du système immunitaire et sa maturation. Donc si on regarde l'impact du microbiote intestinal, donc son équilibre, qui vient de sa diversité, de la qualité des bactéries et de leur fonctionnalité, va en fait assurer des fonctions clés. On a parlé du développement et de la maturation du système immunitaire. En fait, il y a beaucoup d'interactions qui se font et il y a une éducation qui se fait par le microbiote et les microbes présents
de certaines cellules immunitaires. Il y a aussi une activité métabolique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, le microbiote a la capacité d'aller extraire plus d'énergie de l'alimentation parce qu'il a cette capacité de pouvoir fermenter les fibres qui sont normalement non digérées. Nous n'avons pas la capacité de digérer ces fibres. Mais le microbiote, lui, va pouvoir extraire de l'énergie et se servir aussi de ces fibres pour pouvoir produire des métabolites qui ont un rôle très important pour de la fonctionnalité, comme les acides gras à chaîne courte. Il y a une influence sur la communication intestin-cerveau, qui est encore avec beaucoup d'études à faire pour mieux la comprendre. Elle va jouer un rôle important en permettant une barrière par rapport à la colonisation des bactéries pathogènes, puisqu'il va y avoir sous deux angles. D'abord, une compétition sur des sites d'ancrage qu'on a vus au niveau de la barrière en brosse, et aussi sur une compétition sur utiliser les nutriments essentiels. Donc plus on a de bactéries bénéfiques, plus elles vont se servir et moins il va y avoir de possibilités pour les bactéries pathogènes. Enfin, si on regarde plus certains nutriments clés, les bactéries, le microbiote a la capacité de synthétiser certaines vitamines comme la vitamine K et la vitamine B12 en excès par rapport à ses propres besoins. Donc ces vitamines qui vont être produites vont être utilisées par l'hôte et elles vont participer à l'équilibre nutritionnel. Et enfin, le microbiote joue un rôle clé sur un nutriment très important dans le développement dont a parlé le professeur Ida, qui est le fer. Donc, l'importance d'avoir un bon équilibre du microbiote, c'est aussi regarder ce qui se passe quand il n'y a pas ce bon équilibre. C'est quand il y a un déséquilibre du microbiote qu'on appelle une dysbiose, qui se caractérise par en fait une moindre diversité du microbiote, mais aussi une augmentation des bactéries pathogènes et une diminution des bactéries bénéfiques. Et en fait, ça peut avoir une conséquence à long terme. Parce que comme on l'a dit, le microbiote, de par sa diversité, va aller aussi éduquer le système immunitaire. Donc, lorsqu'il n'y a pas eu cette éducation suffisante, ça peut aussi augmenter le risque. Il y a eu des associations qui ont été montrées entre une dysbiose du microbiote intestinal et certaines maladies qu'on peut observer chez les enfants, comme l'allergie, l'asthme, mais on peut aussi continuer à les observer chez l'adulte. Et là aussi, on y voit aussi un lien avec l'obésité et le diabète. Donc comme je vous le disais, cette maturation du microbiote qui se fait pendant les premières années de la vie peut avoir aussi un impact à plus long terme sur la santé. Si on revient plus précisément sur le fer et sa régulation dans l'organisme, on pourrait se dire, comme pour la vitamine D, on va en donner, ça va avoir un impact direct sur le statut, c'est facile. En fait, le fer, c'est un oligo-élément complexe. Son absorption est complexe. Le fer que l'on ingère, en fait, seulement 10 à 25%, en fonction des formes qui sont ingérées, vont pouvoir être absorbés. Et le problème, c'est que le fer qui n'est pas absorbé, eh bien, les pathogènes l'aiment bien. Ça va même potentiellement pouvoir favoriser leur croissance. Ce qui fait que le fer non absorbé peut avoir un impact déséquilibrer un peu la flore intestinale. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des stratégies qui améliorent l'absorption du fer pour diminuer son effet délétère au niveau du côlon, mais aussi en parallèle des stratégies qui peuvent protéger la santé du microbiote, donc rétablir cette balance et protéger les bactéries bénéfiques. Donc, quelle solution nutritionnelle pour pouvoir protéger ce microbiote et potentiellement améliorer l'absorption du fer? Si on regarde les composants du lait maternel, il y a des lipides, des glucides, des protéines, vitamines et minéraux, mais il y a aussi, très important, des oligosaccharides prébiotiques. Qu'est-ce qu'on entend par prébiotique? Quand on parle d'un prébiotique, ça veut dire que ça peut être utilisé
par les bactéries de l'hôte, donc par le microbiote, et que ça va donner un effet bénéfique sur la santé. C'est uniquement quand ça a été démontré qu'on peut utiliser le terme prébiotique. Par exemple, toutes les fibres ne sont pas des prébiotiques. Mais les oligosaccharides du lait maternel ont des capacités prébiotiques, donc jouent un rôle aussi sur la maturation et la bonne santé du microbiote. Évidemment, les laits infantiles vont aller essayer de s'inspirer au maximum du lait maternel et de pouvoir retranscrire certains de ses bénéfices. Lorsqu'on regarde les prébiotiques GOS et FOS, et GOS ça veut dire galacto-oligosaccharides à chaîne courte, FOS ce sont des fructo-oligosaccharides à chaîne longue, on les a utilisés pour pouvoir imiter la quantité, la diversité, donc avec des fonctions différentes, et la fonctionnalité des oligosaccharides du lait maternel. Et le mélange qui a été le plus étudié, c'est donc celui des GOS à chaîne courte et des FOS à chaîne longue, avec un ratio de 90% de GOS à chaîne courte et 10% de FOS à chaîne longue. Donc, plus de 20 ans de recherche derrière ces prébiotiques GOS et FOS, plus de 40 études cliniques qui les ont étudiées, et là, un résumé des effets qui ont été démontrés. Et ces effets ont été démontrés avec des études cliniques randomisées, contrôlées. Donc, contrôlées, ça voulait dire un lait infantile qui ne contenait pas de galacto-oligosaccharides ou de fructo-oligosaccharides. Et en fait, on s'est aperçu que chez des nourrissons nés à terme, l'addition de GOS à un lait infantile permettait de stimuler la production des bactéries bénéfiques, puisqu'elle va leur servir de nourriture, de substrat énergétique, et ça va aussi permettre que ces bactéries bénéfiques, en s'en servant, puissent produire des métaboliques qui, eux, ont aussi une fonction positive, comme les acides gras à chaîne courte. Puisque ça va aussi permettre la prolifération des bactéries bénéfiques, ça va aussi avoir un impact sur les bactéries pathogènes et potentiellement les diminuer, puisqu'il y a cette compétition entre les deux. Et ça donne en fait un microbiote qui se rapproche de celui du bébé allaité. Ça va aussi avoir un impact sur la consistance et la fréquence des selles, en les rendant des selles plus molles et qui se rapprochent plus de celles des bébés allaités. Et ça a été aussi démontré dans des études contrôlées, randomisées, par rapport à un lait qui ne contenait pas de GOS-FOS. Ça peut améliorer l'absorption du fer. Pourquoi? D'abord parce que ça va avoir un effet direct, ça va augmenter le nombre de récepteurs du fer au niveau de l'intestin. Deuxièmement, c'est par leur action prébiotique qu'elles vont pouvoir avoir un impact sur l'absorption du fer. Par leur effet prébiotique, elles vont permettre donc la prolifération des bactéries bénéfiques, ce qui va avoir un impact sur le pH, qui va être plus favorable à l'absorption du fer. Ça va aussi permettre de réduire le fer et donc d'augmenter sa biodisponibilité. Donc un fer qui, si le microbiote n'est pas suffisamment sain, va être peut-être moins bien absorbé. S'il est en meilleure forme, ça va augmenter sa biodisponibilité. Et enfin, les GOS-FOS ont aussi un rôle sur la diminution du risque des infections. Une étude qui a été faite chez plus de 300 nourrissons nés à terme sur un suivi de 12 mois, avec une comparaison un lait infantile sans GOS-FOS et un lait infantile avec GOS-FOS, a permis de mettre en avant une diminution de plus de 50% des gastro-entérites aigus et a montré une tendance à l'amélioration aussi des infections respiratoires. Et lorsqu'on regarde aussi l'impact des GOS-FOS sur les infections, et on peut aussi se poser la question de la comparaison par rapport au lait de vache, il y a aussi une étude qui a permis de montrer qu'un lait enrichi en GOS-FOS et en acides gras essentiels diminuait le risque d'infection par rapport à des enfants qui recevaient du lait de vache entier.
Donc, certains messages clés. Une bonne santé digestive est absolument essentielle pour maintenir la santé globale et le bien-être des jeunes enfants. Un microbiote intestinal sain, équilibré, donc avec une grande diversité de microbes, est crucial pour assurer ses fonctions clés. Et un déséquilibre dans les premières années de la vie peut avoir des conséquences à moyen et à long terme. Parce que cette maturation du microbiote, on parle de... Vous savez, dans notre microbiote, on a 100 milliards de microbes et plus de 300 espèces différentes. Donc, il faut pouvoir les coloniser, les amener. Et l'intérêt du mélange prébiotique, les galactoligosaccharides à chaîne courte et les fructooligosaccharides à chaîne longue, avec un ratio 90-10%, a montré son bénéfice sur la composition du microbiote en favorisant les bifidobactéries, sur l'absorption du fer en permettant une augmentation de sa biodisponibilité, sur la réduction du risque des infections, et tout ça scientifiquement prouvé par des études de comparaison. Donc les laits infantiles, dont le lait de croissance enrichi en prébiotiques comme avec des gosphos, ça peut représenter une stratégie nutritionnelle efficace en alternative au lait maternel pour préserver la santé digestive et pour pouvoir contribuer à prévenir la carence en fer et à soutenir l'immunité des jeunes enfants. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Jordan, pour cet excellent exposé. Je profite d'avoir le micro d'abord pour remercier le président, notre très cher ami, professeur Hida, pour la qualité de ce congrès, qui est toujours joyeux par la présence d'un comité d'accueil incroyablement convivial et d'un programme scientifique toujours très riche et très intéressant. Je tiens à te féliciter avant la fin de ce congrès parce que c'est un congrès qui a réussi, qui a donné toutes les promesses et on est toujours heureux d'être ici à Fès. Et je profite aussi du micro pour poser une question qui paraît un peu bizarre, mais en disant que les laits de croissance sont déjà depuis plus d'une dizaine d'années sur le marché et qu'on a toujours cette question. Et qu'à la rigueur, pourquoi on n'a pas cette réponse? Une réponse scientifique, prouvée. Et on est toujours dans, il faudra encore faire des études, il faudra encore faire des études, c'est une question. Oui, effectivement, c'est la problématique que j'ai trouvée, d'ailleurs pour recueillir un petit peu les recommandations de différentes sociétés, à part la Société française de pédiatrie et l'ISPGAN, mais les autres sociétés, donc elles n'étaient pas très claires. Il y a quand même, ou peut-être ça s'explique, d'ailleurs c'est dans l'article de la société espagnole, il relate ça peut-être à la diversité des laits de croissance sur le marché. D'ailleurs, Jordan, il a très bien expliqué, d'après les travaux de Moreau et surtout de Paganini, qui ont démontré l'intérêt des probiotiques dans l'optimisation de l'absorption de fer. Donc on le sait maintenant que la carence martiale entraîne une dysbiose et l'apport de fer administré sous forme de médicaments, lui aussi, donc il entraîne une dysbiose. Donc on est dans un dilemme. Et les travaux de Paganini, donc ils ont démontré que l'apport des gosses, il optimise l'absorption. Donc de diminuer les apports tout en améliorant l'absorption. Donc c'est des études bien un petit peu anciennes, de 2016-2017. Donc ça vient répondre un petit peu à cette question. Juste sur le terrain, je ne sais pas, donc il faut que les pédiatres doivent oser en parler. Peut-être c'est le prix de ces produits, peut-être. Donc voilà, je n'ai pas une réponse assez claire. Monsieur Sqali. Le micro. Merci Monsieur Hida pour votre belle présentation. J'avoue que vous m'avez un petit peu perturbé, notamment la dernière diapositive où vous dites qu'il faut effectivement encore des études pour pouvoir confirmer que. Alors qu'en tant que pédiatre, j'avais l'impression, enfin c'est ce que je fais et beaucoup de confrères le font, c'est qu'on conseille de manière assez franche le lait de croissance.
Deuxième réflexion, je pense que nous, les pédiatres de ville, on ne fait pas assez de promotion pour le lait maternel, notamment entre 1 et 2 ans. Avant 1 an, on le fait, et c'est bien, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais peut-être qu'on oublie de demander aux mamans de continuer à allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire encore du pressing et demander aux mamans d'aller jusqu'à 2 ans? Pour l'allaitement. Pour l'allaitement maternel. Pour la première remarque concernant la conclusion que j'ai mise, c'est une conclusion que mettent les chercheurs dans tous les travaux, comme vous le savez. Ça, pour laisser un petit peu la porte ouverte, et ça peut entrer dans le cadre de la modestie scientifique. Donc il faut que la recherche continue. Donc c'est très important. Et pour l'allaitement maternel, c'est question de volonté. C'est vrai, donc l'OMS, donc il faut le recommander. Mais à partir d'un certain moment, donc au-delà de ces mots, il n'est pas suffisant. Donc c'est l'intérêt de la diversification et voilà, des solutions qu'on propose actuellement pour au-delà de 1 an, c'est les préparations adaptées. Madame Haj Khalifa, vous avez la parole. Monsieur Ben Hussein. C'est une question que je voudrais poser au professeur Hida. Oui. Donc vous avez dit pour le lait de croissance donc, de 1 à 3 ans. Au-delà de 1 an. Il y a certains nutritionnistes qui disent qu'on peut aller même jusqu'à 5-7 ans. Oui. Est-ce que vous êtes pour le généraliser comme ces gens-là, ou vous voulez d'abord, après 3 ans, cibler les gens qui manquent de fer ou les gens qui manquent de D3 C'est après que vous dites, voilà, il faut qu'on... Oui, c'est une bonne remarque parce que, vu les spécificités particulières des besoins nutritionnels, la période de 1 à 3 ans, donc c'est fortement recommandé. Au-delà, c'est ciblé. Et d'ailleurs, on peut le recommander même sous forme de poudre pour les petits mangeurs, donc comme une sorte de fortification de l'alimentation. On le laisse sous l'alimentation habituelle et on peut ajouter des cuillerées de lait de vache sous forme de poudre mélangée soit avec une soupe, etc. Donc au-delà, et d'ailleurs la Société française de pédiatrie le recommande jusqu'à 5-6 ans, mais au-delà de 3 ans, ça reste, comme vous l'avez dit, pour peut-être les petits mangeurs, les petits hypotrophes essentiels comme ça, donc voilà. Je peux. Madame Haj Khalifa. Oui, Madame Haj. Je voudrais juste d'abord demander des éclaircissements. C'est moi qui te demande des éclaircissements. D'abord, le lait de croissance, c'est une chose. Le lait de croissance, c'est une chose. Mais on entend parler de lait de confort. Un lait de confort. Comment le lait de croissance, qui est apporté par le laboratoire, il est stocké dans les pharmacies. Il y a que je parle avec vous, il y a que ces pharmacies. Il y a des laits de croissance qui ne sont pas qui portent d'autres noms et qui sont apportés par un élément de transport. Mais oui, il faut quand même savoir ce qui existe dans le marché. Si je comprends bien, le lait de croissance, il a son intérêt, il apporte un certain nombre de choses qui permettent une meilleure absorption, qui permettent d'améliorer le microbiote, parce que même quand on a une anémie où là on veut apporter du fer, ce fer lui-même peut présenter quelques complications au niveau de l'intestin. Et le fait de se poser des questions, M. Bahmouch a posé la question, M. Sqali en disant pourquoi on continue à se poser la question. D'abord, l'intervention du laboratoire Blédina aujourd'hui, elle est faite dans quoi? C'est pour expliquer aux pédiatres, faire la promotion, mais en même temps expliquer aux pédiatres la bonne prescription de Blédina. Donc, c'est pour nous-mêmes une mise à jour de savoir, pour ceux qui ont adopté cette prescription, ils vont dire, bon voilà, c'est bien, j'ai fait. Les pédiatres qui ne l'ont pas encore fait vont dire, oui, il y a probablement intérêt à l'enfant pour avoir cette prescription, et ainsi de suite. Voilà, donc les interventions. C'est un commentaire plus qu'une question, qu'à Mme Haj Khalifa. Oui, exactement. Merci, madame. Une question, si Hamdouche. Micro à droite. C'est Aziz, un tel micro. C'est Hamdouche. Dans la pratique, la prescription du fer, et pratiquement tous les pédiatres sont très sensibles à ce problème. La vitamine D, non. En France et au Maroc, je
suis étonné de... Et je me suis toujours posé la question, pourquoi on l'oublie? Alors qu'il y a des recommandations. La dernière, on était ensemble dans le congrès où il y a eu des recommandations de 100 000 chaque semestre. C'est la meilleure pour pouvoir prévenir la sensibilité exagérée à la vitamine D et la toxicité. Mais j'ai compris, je me suis demandé la question et je crois que la réponse est au niveau de la prescription journalière de gouttes. Aucune maman ne peut prescrire des gouttes journalières pendant des années et des années. Ça n'existe pas. Il faut revenir à la dose retard sans dépasser 100 000, comme ça a été dit, parce qu'il y a des sensibilités exagérées à la vitamine D et donc et prévenir les gens de la toxicité, qu'ils n'abusent pas de cette prescription, qu'ils soient sensibilisés. Je crois que c'est un oubli. Alors aux États-Unis, moi j'ai mes petits-enfants aux États-Unis, je vois le lait qu'ils prennent, ils ont trouvé la solution. Dans le lait qu'ils boivent, tous les laits sont supplémentés en vitamine D à une petite dose, 200 000 à 400 unités par litre. Journalière. Et donc je crois que c'est une parmi les solutions. Oui, merci pour ce rappel parce que je n'ai pas voulu insister. Tout à l'heure, il y a toute une... dans la présentation du professeur Idrissi, les actualités thérapeutiques, il a bien rappelé les besoins en vitamine D et il a beaucoup insisté. Donc. Il y a des questions dans la salle? S'il vous plaît. Oui, par ici. Madame Soudan. Merci beaucoup. Merci, professeur Hida. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir parlé des oméga 3 parce que je crois qu'on n'en parle pas beaucoup. Les oméga 3 existent dans le lait maternel, mais au Maroc, on n'a pas beaucoup de sources d'oméga 3. La principale source d'oméga 3 au Maroc, c'est les sardines. Et bon, heureusement, elles sont disponibles partout, mais tout le monde ne mange pas les sardines. Et puis, il y en a un petit peu dans les noix, il y en a un tout petit peu dans l'huile d'olive. Donc, je pense qu'il faut insister sur les apports d'oméga 3, et c'est pour ça que je crois qu'il faut insister sur l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans. Parce que le lait maternel apporte un apport suffisant en oméga 3 et que lors de la diversification, il faut peut-être insister sur la sardine. Bon, moi, j'insiste sur la sardine parce que c'est la source d'oméga 3 la plus disponible au Maroc. Concernant le fer, c'est vrai, on voit beaucoup d'enfants carencés en fer. Mais ce sont des enfants qui boivent des quantités de lait phénoménales. C'est-à-dire que, bon, là, maintenant, avec l'inflation, le prix du lait a augmenté, donc heureusement, on a moins de problèmes. Mais à un certain moment, c'était la maman remplit le biberon et c'est des bébés de 9 kg, 10 kg qui boivent jusqu'à 2 litres de lait par jour. C'est des enfants qui arrivent. Du lait de vache. Oui. Ah, le lait central, parce que c'est le plus facile, en fait, tout simplement. Donc, bon, le lait n'apportant pas suffisamment de fer, donc ils sont carencés en fer. Et je me demande si en plus, il n'y a pas des mycotoxines dans ce lait. Parce que les vaches marocaines ne sont pas nourries dans les grasses, green grass, ne mangent pas les herbes grasses. Donc les vaches marocaines sont dans des étables et mangent tout de l'alimentation achetée. Donc on a un risque de mycotoxines. Il y a des mycotoxines dans le lait, mais on estime que le taux n'est pas très important par rapport à la quantité qu'on prend. Mais quand on rapporte cette quantité au poids de l'enfant, moi je pense que la quantité est extrêmement importante. Donc je pense qu'il y a un gros problème dans la consommation du lait. Et puis, il y a aussi un problème dans la consommation de la viande. Très souvent, on rajoute avec la viande, il y a une compétition entre le calcium et le fer. Et très souvent, on donne la viande avec un peu de fromage, la viande, et on rajoute du lait après. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'en fait, que même s'ils prennent un apport carné suffisant, ils n'ont pas assez de fer. Donc moi, je crois qu'il faut insister sur le fait que le lait, c'est bien, mais pas à des quantités phénoménales. Et vous l'avez bien dit d'ailleurs, 500 millilitres, moi je crois qu'on n'a pas besoin de donner plus. Et je crois qu'il faut insister parce que les gens ne se rendent pas du tout compte. Pour eux, plus ils prennent de lait, mieux c'est. Et insister sur le fait que l'apport en fer, l'apport en viande, en poisson ou en œuf ne doit pas être accompagné de produits lactés pour permettre une meilleure absorption du fer. Et que cet apport en viande, comme on a l'habitude de faire, doit être accompagné de vitamine C et de fibres, enfin de légumes et de fruits. Très bien, merci. Merci, docteur Souda. Donc,
Question pratique, docteur. Il y a des produits en poudre, il y a des produits liquides au Maroc de lait de croissance. Alors, je ne peux pas répondre. Le lait de croissance. Si c'est réglementé, oui. Dernière question, professeur Taher. Ah oui, il n'a pas pour Madame Jordan, justement, par rapport au... Peut-on finalement parler d'un rôle préventif des prébiotiques, probiotiques vis-à-vis de l'allergie en particulier? Je sais qu'il y a des laits, des hydrolysables, notamment de lait de vache, qui sont supplémentés en LGG et qui pourraient peut-être accélérer l'acquisition de la tolérance chez l'enfant. Et donc, indirectement, il y a un effet curatif, on va dire, de l'allergie. Est-ce que vous êtes quand même dans un centre de recherche? Est-ce que vous êtes quand même convaincu du rôle des pré-probiotiques pour la prévention, peut-être même accélérer l'acquisition de la tolérance de l'allergie alimentaire en général? Absolument, et j'irai même un peu plus loin. On a regardé aussi l'effet de la synergie entre certains probiotiques et les prébiotiques dont j'ai parlé, les GOS et les FOS, pour justement permettre que on puisse, au moment où on donne le probiotique qui va permettre justement cette rééducation du système immunitaire, on donne aussi son alimentation, les prébiotiques, ce qui permet d'avoir un impact plus important. Et certaines des solutions qui sont disponibles s'appuient sur cette symbiose entre les prébiotiques et les probiotiques, absolument. Donc, merci pour tout le monde et merci au professeur Hida, Madame Jourdan pour les excellentes présentations. Et donc, on va céder la parole, la place à la séance suivante. Oui, on n'a pas oublié les orateurs, les trophées des orateurs, donc ils ont... Très bien, les trophées. Avec les... Oui, quel privilège. La vaccination, c'est très important pour l'enfant.